Merci de choisir Géopolis Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Sabotage au mausolée de Patrice Emery Lumumba à Limete. Plusieurs questions se posent à ce jour, mais principalement, est-ce que la dent du premier héros national a été volée? Dans Momat nous en dit plus dans cette édition. Et puis, les embouteillages à Kinshasa, un véritable casse-tête pour la population. Quels sont les véritables facteurs à l'origine de cette situation? Les Quinois s'expriment au micro de Rachel Misenga et Giscard Tamba. Et à l'international, selon un rapport de Nations Unies, le service de la dette extérieure des pays africains atteindra un montant record de 89,4 milliards de dollars, ce qui pourrait compromettre la capacité du continent à utiliser la marge de manœuvre budgétaire pour investir dans les objectifs de développement durable. Je l'ai annoncé en titre, situé à l'échangeur de Limete, le mausolée abritant la relique du premier ministre congolais a été vandalisé cette nuit. Les vitres ont été brisées et le cercueil contenant les restes de la dépouille a été déplacé, retrouvé au sol et partiellement ouvert. Plusieurs questions se posent à ce jour, parmi lesquelles la dent du premier héros national congolais a-t-elle été volée? Quelles sont les motivations des auteurs de cet acte? Dans Momat pour le commentaire. La dent de Patrice Emery Lumumba, seule relique de l'ancien Premier ministre congolais restituée par la Belgique en 2022, a-t-elle été volée? La question se pose après la profanation, le lundi 18 novembre, du mausolée du premier héros national. Le ministère de la Culture se contente d'un communiqué pour dénoncer l'acte et annoncer qu'une enquête est en cours. Sur place, un inspecteur de la police judiciaire rencontré par nos confrères d'Info.cd ce mardi s'est limité à déclarer que les investigations sont placées sous le sceau de la confidentialité sur ordre du procureur général. Dans l'opinion nationale, cet acte a indigné plus d'un, y compris le président national des associations de droits de l'homme, Alex Ouello, et un autre fervent lumumbiste. Je dénonce et condamne avec la dernière énergie la violation du droit du patrimoine culturel congolais par l'acte incivique posé la nuit du 18 novembre 2024 à Kinshasa, profanant la tombe de notre héros national Patrice Emery Lumumba, et demande aux services de sécurité d'activer les enquêtes sérieuses pour que l'opinion nationale soit éclairée à ce sujet, en fait que les auteurs, tant moraux, matériels que financiers, soient sanctionnés sévèrement. Les problèmes, Ezali Mawamingi. Tout Kinshasa et même le monde sont suspendus aux enquêtes pour savoir si la dent a effectivement été volée et surtout pour comprendre les raisons de cet acte ignoble. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est déjà de retour dans la capitale après un séjour de 3 jours dans le Haut-Katanga. Ce déplacement s'est conclu ce mardi 19 novembre par l'inauguration à Lubumbashi d'un imposant immeuble destiné à abriter le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ce projet financé sur fonds propres par le gouvernement provincial marque un tournant dans la modernisation des infrastructures locales. Le nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est un immeuble de 4 étages comprenant des bureaux administratifs et une salle des plénières qui disposera de plus de 480 sièges. Comme hier dans notre journal, la première ministre Judith Suminwa séjourne à Ottawa au Canada où elle participe au forum sur l'accélération du rythme de développement en Afrique ouvert le lundi 18 novembre par le ministre canadien de développement international Ahmed Hussein. Ce forum va se clôturer mercredi 20 novembre. La chef du gouvernement congolais a lors de sa prise de parole présenté aux investisseurs canadiens les avantages de faire les affaires en RDC tout en les invitant à investir dans le pays. Jojo Moulamba pour le détail. Ce forum a été une occasion pour la première ministre Judith Suminwa d'inviter les investisseurs canadiens à s'installer en République démocratique du Congo. Que la République démocratique du Congo se présente en dépit d'une guerre d'agression injuste dans sa partie est comme pays solution, mais aussi comme acteur dynamique et incontournable.
En effet, la République démocratique du Congo est pays solution, en ce qu'elle dispose d'un potentiel et des atouts qui constituent un apport indéniable aux nombreux défis. Pays solution, de par son étendue, c'est un vaste territoire disposant de 70% des terres arables utiles au développement de grands projets agricoles à travers sa main-d'œuvre de plus de 50 millions de jeunes. Judith Suminwa a rassuré le participant à ces forums sur les avantages d'investir en République démocratique du Congo. Elle en a appelé à établir de partenariats profitables entre l'État canadien et l'État congolais. Ensemble, nous pourrions bâtir un secteur minier qui profite à nos économies et aux populations qui en dépendent. Dans le domaine du développement technologique, le transfert de technologies canadiennes vers la République démocratique du Congo pourrait catalyser une nouvelle dynamique économique, favorisant l'entrepreneuriat et l'innovation dans notre pays. Enfin, j'insiste sur l'importance de l'éducation et de la formation. Établir des partenariats académiques entre nos institutions universitaires permettra de développer les compétences indispensables dans le secteur minier et technologique, renforçant ainsi nos coopérations à long terme. En marge de ces forums, la chef du gouvernement a eu des échanges fructueux avec le membre du gouvernement canadien, auprès desquels elle a fait un plaidoyer pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Restons toujours à Ottawa où la chef du gouvernement a eu, en marge de ce forum, des échanges fructueux avec les animateurs des institutions du Canada. Judith Suminwa s'est entretenue avec Greg Fergus, président de la Chambre des communes, à l'équivalent de la Chambre basse du Parlement de la RDC. Elle lui a présenté les priorités du gouvernement congolais et a appelé au soutien du Canada pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Je vous propose de suivre Greg Fergus. Écoutez, je ne veux pas dévoiler des rencontres, des discussions que j'ai eues avec la Première ministre, mais je suis très content d'avoir fait sa connaissance, surtout une personne qui occupe un poste névralgique comme Premier ministre et aussi la première ministre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi qui en dit long du pays. Et certainement, on a dû discuter tous les moyens qu'on peut approfondir, non seulement les relations parlementaires, diplomatiques, mais certainement économiques entre nos deux pays. À Kinshasa, la Chambre haute du Parlement procède déjà à l'examen approfondi de deux projets de loi majeurs. Il s'agit du projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023 et la loi de finances rectificative exercice 2024. Cet examen est mené par la Commission économique, financière et bonne gouvernance du Sénat, ce après débat général de ce lundi en plénière. Rosie Thioyo nous en dit plus. Les sénateurs, membres de la Commission économique, financière et bonne gouvernance, ont entamé ce lundi 18 novembre l'examen approfondi de projets de loi portant reddition de comptes 2023 et celui des finances rectificatives exercice 2024, des projets de loi que la plénière avait préalablement examinés la semaine dernière. Selon les sénateurs Célestin Vunambadi, président de la Commission, ces deux textes de loi sont d'une importance capitale. Oui, aujourd'hui, c'est l'ouverture des travaux de la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance du Sénat sur deux projets de loi très importants. Il y a le projet de loi sur la reddition des comptes de l'exercice 2023 et le projet de loi de finances rectificatives pour l'exercice 2024. C'est, comme je le disais, une session très importante parce que ce sont ces deux lois qui permettent non seulement de s'assurer que les comptes de l'exercice 2023 ont été bien gérés, c'est très important, mais également ces deux lois nous permettront de mieux examiner, en tout cas d'examiner avec suffisamment d'éléments d'information la loi des finances de l'exercice 2025. Le numéro 1 de la commission ECOFIN rappelle que les Sénats et l'Assemblée nationale sont l'autorité budgétaire du pays et c'est dans leur prérogative d'établir sur ces deux lois. Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, nous constitue en fait l'autorité budgétaire et notre rôle, c'est de nous assurer que les lois sont mises à exécution. Alors la réforme de la police, tout comme d'ailleurs celle de l'armée, c'est des questions très importantes qui nous tiennent à cœur et nous veillerons à ce que justement ces deux réformes-là et d'autres réformes qui sont prévues
soit prise en charge par la loi de finances de l'exercice 2025. Mais pour l'instant, c'est encore prématuré de me prononcer là-dessus, je n'ai pas encore les chiffres. Rappelons par ailleurs qu'à l'issue de la dernière plénière, le président du Sénat, l'honorable Samalou Kondé, avait accordé un délai de 7 jours à la commission ECOFIN pour examiner en profondeur les 2 projets de loi et apprêter un rapport à soumettre à la plénière quant à ces. Le débat fait rage autour de la révision de la Constitution, notamment sur l'article 217 qui traite la cession d'une partie de la souveraineté du pays dans le cadre de l'unité africaine, tandis que certains estiment qu'il ne représente pas un danger immédiat pour l'intégrité du territoire. D'autres, comme Jean-Marie Hélès, avertissent sur les implications à long terme de cet article. L'extrait de son propos a été recueilli par Don Moumat et Giscard Tamba. L'article 217 dont a parlé le président de la République à Lubumbashi. Il ne faut pas regarder cet article-là seulement sur son angle juridique. C'est un article essentiel que l'Occident a mis dans quasi-totalité des pays africains. Vous trouvez cet article dans au moins 35 États africains. C'est un complot de l'impérialisme contre l'Afrique que l'inscription de cet article est dans plusieurs constitutions. Prenez un exemple concret, le contrat chinois. Le contrat chinois a été fait entre 2 pays qui ont la souveraineté, la RDC et la Chine. Dites-moi pourquoi il y a eu un lever de bouclier où même l'Union européenne s'est opposée à la conclusion de ce contrat entre la Chine et la RDC. C'est pour répondre à un seul impératif dans la charte de l'impérialisme occidental qui est dit, je crois, dans son article 9, que tout contrat conclu entre un pays africain et un autre pays ou une autre association est de nul effet sans notre accord. Et ils se sont arrangés pour mettre ce genre d'articles et en essayant de l'englober dans la consolidation, soi-disant, de l'unité africaine, où on peut abandonner une partie de sa souveraineté pour consolider l'Union africaine et tout cela, et pour que nous arrivions parfois à accepter des faits comme la balkanisation de certains pays d'Afrique qui ont été faits alors que dans la création de l'OUA, on parlait de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et sur le même sujet, d'autres voix comme celle de Dadi Saleh appellent à se concentrer sur la crise sécuritaire, jugée plus pressante que toute réforme constitutionnelle. Ce professeur et acteur politique réagit à la proposition de réforme constitutionnelle émise par le président de la République. Selon Dadi Saleh, le président a ouvert un front intérieur alors que la priorité devrait être accordée à la lutte contre l'ennemi au Nord Kivu. Il a été interrogé par Patrick Ilunga. L'essentiel n'est pas le changement de la Constitution. L'essentiel, c'est ici, c'est qu'on doit gagner la guerre parce que la maison est en train de brûler. Kalembe est pris par les assaillants. On félicite les Ozalendo et nos FARDC qui sont en train de se battre. Et Rutshuru est encore dans les mains des Rwandais, des Ougandais, des néocolonialistes. Quand la maison brûle, on se concentre d'abord sur l'essentiel. Et franchement, pour moi, ici, l'essentiel, c'est arriver à gagner la guerre avec tout le monde. Alors, un des problèmes ici, c'est que le chef de l'État vient de se mettre un peu dans la boue. Il devait rester, et peut encore, rester un peu l'aigle au-dessus. Parce qu'il est le chef de l'État de la majorité, de l'opposition et de tout le monde. Quand bien même il peut avoir ses avis, mais c'est une question effectivement cruciale où il vient d'ouvrir un autre front, ça va, à l'intérieur du pays, et nous sommes en train de nous battre contre l'extérieur du pays. Et lui-même l'a dit indirectement, mais ça reste vrai, et c'est ce qui va arriver. Il va se créer encore l'autre front, d'autres ennemis, et ça sera encore plus compliqué. Le chef de l'État a encore le temps d'essayer d'arranger ce point, laisser tout le monde discuter sans aucun problème et que lui pourra donner des avis après ces discussions-là. Là, ces avis sont déjà très clairs, c'est-à-dire il donne une orientation qui ne laisse pas un vrai débat, selon moi, dans la population.
j'estime effectivement que malheureusement, quand on est dans la boue, on peut vous jeter aussi de pierres, etc. Et le fonctionnement de la nation va être empiété. Pour l'instant, j'estime effectivement que les changements de la Constitution n'étant pas la priorité, même si c'est la loi effectivement mère, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment dans ces circonstances. Parlons à présent de la justice et des élections. Ce mardi 19 novembre, les travaux du séminaire de réflexion sur l'amélioration du cadre légal de gestion des contentieux électoraux en droit congolais ont débuté à Kinshasa. Ce séminaire de 3 jours organisé par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le PNUD a réuni des experts, des juges et des acteurs de la société civile afin de renforcer le système judiciaire congolais. Patience Lokeke pour le reportage. Le Conseil supérieur de la magistrature, en collaboration avec le PNUD, ont organisé un séminaire de réflexion sur l'amélioration du cadre légal de gestion des contentieux électoraux en droit congolais. Ce séminaire de 3 jours réunit des juges de la Cour constitutionnelle, des hauts magistrats civils et militaires, des experts de la CENI, des avocats, ainsi que des acteurs de la société civile. Ce séminaire est une opportunité précieuse pour consolider les bases de la démocratie congolaise par l'amélioration de ses institutions électorales et de la transparence dans leur fonctionnement. Le contexte actuel, marqué par une soif de justice et de clarté dans le processus électoral, rend d'autant plus pertinente cette rencontre. Les enjeux sont élevés. Il s'agit non seulement de garantir des élections libres et équitables, mais aussi de renforcer le cadre institutionnel qui permet de gérer efficacement les contentieux électoraux. Bien avant cela, le président du Conseil supérieur de la magistrature a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision éclairée de l'État de droit en RDC. Dieudonné Kamuleta a par la suite souligné les objectifs de ses travaux. Je saisis en outre l'opportunité qui m'est offerte pour rendre hommage au chef de l'État, lui qui a lancé la grande vision de l'État de droit, qui veut en sorte que les citoyens de ce pays soient consolidés dans leur choix afin d'apaiser et d'assurer la justice sociale. J'adresse mes sincères remerciements au programme des Nations Unies pour le développement qui a apporté son appui technique et matériel pour la réalisation de cette activité. Après cette étape, ce sont les travaux en commission pour des échanges et la formulation des recommandations. La moisson sera transmise au Parlement, au gouvernement et à la CENI. Le conseiller du chef de l'État au collège politique et électoral et le président de la CENI prennent part à ces assises. Les embouteillages sont devenus une véritable épreuve quotidienne pour les habitants de la capitale. Depuis 7 h du matin, presque toutes les routes principales sont saturées. Quels sont les véritables facteurs à l'origine de cette situation? Voici 2 éléments de réponse dans ce reportage de Rachel Misenga et Giscard Tamba. Il est 13 h à Kinshasa. Sur la route des Huileries, une grande partie de la population peine à trouver un bus ou un taxi pour se rendre en ville. Les taximens préfèrent garer leurs véhicules plutôt que de s'engager dans des embouteillages interminables. C'est désormais le quotidien des Kinois. Mais qu'est-ce qui est à la base de ces embouteillages sans fin? Pour certains conducteurs, c'est le manque de routes et leur dégradation qui ont serré la cause principale. Donc banzela eza ebele awa na kati ya bakosunga biso na kosala po ete to se retrouver quand même toza na banzela te na Congo. Alors soki balingi barésoudre likambo ya embouteillage e basalela biso baautoroute banzela minene na likolo wana Kabinda ekufa, Kasai ekufa, Kabinda presque Kasavubu ekufa, Itaga ekufa, Kabambara ekufa, Wangata ekufa. Donc toyeba te merci to ke flambeau même pour lo ba moto même donc totika nzela moko kene les villes. So ke ville nzela Huileries, ozonga pa Huileries. Pour d'autres, c'est la mesure portant sur la circulation alternée mise en place par les autorités qui serait la cause principale. Embouteillage de 6 h à 23 h.
système ya sens unique wana en tout cas esimbi te tozonga ata na système ya kala toyebaki kogere mwa bambouteillage na biso wana aza ntiofa na bula mingi wileri matete na minute oyo biso tune toza boye tokóma susu boulevard te tosukaka na wileri boulevard likambo basens unique wana bacrée wana ezocrée mama na embouteillage donc pas possible neti ero déjà afa batia makambo basens unique oyo embouteillage banda ozala te ero olonga matete na yo tv lokoma sans problème mais banda batie basens unique wana tozosouffrir mais ezosimba nango te mambo basens unique mpo na nga balongola yango. Quoi qu'il en soit, les prix de la course a été revu à la hausse, ce qui pénalise encore davantage la population. Il y a vraiment un coût qui est très élevé. Parce que là, je viens déjà à la maison, je prie la moto. Il n'y a même pas moyen de rouler avec la voiture. Et prendre le taxi, ça ralentit encore le temps. Et tout ça, on paye plus au-delà de notre budget. Ça dérange, sincèrement, ça dérange. La capitale de la RDC a connu une forte explosion démographique rapide, mais les infrastructures de base telles que le pont, les routes et les rails n'ont pas suivi cette croissance. Cela entraîne des grandes difficultés de mobilité pour les personnes et leurs biens. Pour certains, la construction d'une nouvelle ville dans la partie est du pays pourrait désengorger Kinshasa. D'autres estiment qu'il est crucial de mettre en place un système de transport multimodal pour garantir une circulation plus fluide des personnes et leurs biens. Et dans l'arrière-pays à Kananga, la voie ferrée qui assure l'approvisionnement de cette ville en produits agricoles est coupée depuis le week-end dernier par une tête d'érosion au niveau de la gare de Benaleka dans le territoire de Demba au Kasaï central. Cette situation résulte des récentes pluies dans la région. La société civile locale appelle les autorités à intervenir rapidement, cette voie étant cruciale pour l'approvisionnement de Kananga en produits agricoles. Suivez ce commentaire de Francine Moukeba. Les fortes pluies à Kananga ont endommagé une portion de la voie ferrée, suspendant depuis 3 jours les trafics ferroviaires entre la ville de Kananga et les territoires d'Endemba. Elle avait coupé la voie ferrée en deux au niveau du village de Bikwanga, dans la commune rurale de Benaleka, à environ 120 km de Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Cette interruption ne touche pas seulement les transports ferroviaires, mais pourrait également entraîner une hausse de prix des produits de première nécessité, tels que le maïs et l'huile de palme. Le chemin de fer qui part par Kananga jusqu'à Ilebo a été coupé par une érosion, pratiquement une catastrophe naturelle qui a coupé en deux. Et donc il n'y avait plus moyen d'espérer une quelconque circulation sur cette voie. Pour rappel, cette voie est d'une importance capitale pour l'approvisionnement de la province, non seulement les Kasaï centrales, mais les autres provinces qui dépendent du chemin de fer, et tout ce qui passe par Ilebo en montant vers les Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et ailleurs. Les appels qui étaient lancés, c'était pour alerter les autorités pour dire si rien n'est fait, le pire est à craindre. La ville de Kananga, en attendant les routes qui sont c'est qu'elles sont en cours de réhabilitation, qui ne facilitent pas l'approvisionnement. C'est les chemins de fer qui facilitent. Il faut rapidement travailler pour remblayer et corriger cette situation. Mais à l'heure où nous sommes, 2 semaines après, il y a eu des interventions de l'honorable Thierry Moulumba qui a envoyé des enjeux des génies civils, privés, qui ont commencé quelque chose. Et puis la société elle-même est venue, est intervenue avec les travaux de remblayage de cette érosion, avance plus ou moins bien. Et donc, ce que nous demandons, c'est plutôt à l'État congolais dans son ensemble. On a senti que la province est restée quelque peu distraite. Toutes ces entreprises publiques de l'État, Office de route, OVD, on n'a pas vu ces entreprises se déployer. Le niveau national n'a pas pris ça en compte. Le chemin de feu n'est pas forcément géré par la province, mais c'est à ce niveau-là qu'il faut voir la chose. L'isolement de la région, particulièrement pendant la période des récoltes, compliquerait l'acheminement de ces produits vers les marchés, ce qui aurait de graves conséquences économiques pour les familles vulnérables. Cet incident survient après plusieurs dégradations similaires, notamment l'érosion de Benakankonde dans la commune du Lukonga, où les réparations sont en cours par les agents de la SNCC. Malgré ces efforts, l'infrastructure ferroviaire reste fragile et la coupure à Bikwanga met les autorités du Kasaï central dans une position délicate face à cette crise.
Autre chose, la République démocratique du Congo s'incline devant son public au stade de Martyrs. 2-1 contre l'Éthiopie en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Conséquence, 2 défaites consécutives pour les hommes de Dessabre qui terminent leader de son groupe avec 12 points. Un intervenant dans ce journal, il s'agit de Blaise Kouzola, journaliste sportif ici à Géopolis Télévision. Bonsoir à vous. Bonsoir Damani Mujinga et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. 2 défaites d'affilée après une série de victoires pour la RDC. Peut-on dire qu'il y a encore un grand travail à faire, surtout pour avoir un bon solide, car visiblement il manque de profondeur pour cette équipe de la RDC. En effet, Damani Mujinga, il y a un problème qui s'est posé, la RDC qui a perdu 2 matchs de suite. Ça n'était jamais arrivé en match officiel depuis 2 ans et demi, lorsque la RDC avait été battue aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024, respectivement face au Gabon ici à Kinshasa et puis au Soudan à Khartoum. Alors, c'est vrai que la RDC s'est qualifiée, c'est déjà qualifié pour la CAN, mais il y a vraiment du boulot à faire. On l'a vu aujourd'hui, Dessabre qui a fait un turnover, c'est-à-dire il a changé plusieurs joueurs et plusieurs joueurs ont eu l'occasion de se montrer pour leur première sélection, montrer aussi leur performance, mais ça n'a pas du tout été à la hauteur des attentes. On pensait que peut-être que le jeune allait bien évidemment être mieux et plus performant peut-être que le vieux, et montrer qu'ils ont quand même leur place au sein de cette équipe nationale, mais fort malheureusement ça n'a pas été le cas. Quelques-uns ont marqué de points, quelques joueurs tout simplement, peut-être 1 ou 2 qui ont peut-être marqué un peu le point, 2 points, mais dans l'ensemble c'était vraiment une vraie catastrophe. Voir l'Éthiopie battre la République démocratique du Congo à domicile, c'est quand même une vraie contre-performance, une surprise du football. Bref, Dessabre l'a vu et il a compris qu'il y a du travail à faire, vraiment un travail important à faire, étant donné qu'il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont arriver et la CAN aussi qui va arriver en 2025 déjà, d'où il faudrait apprendre de cette défaite pour pouvoir mieux se relancer lors de prochaines échéances. Voilà Blaise Kouzola, quelles sont alors les conséquences de cette défaite du point de vue des performances de l'équipe et sur le moral autant des joueurs que du staff? Bon, sur le plan du moral, je crois que le moral va certainement rester intact. C'est vrai que la RDC a perdu, mais c'était une bonne année, on peut le dire comme ça. C'est vrai que la RDC a très mal fini avec 2 défaites d'affilée, mais c'était quand même une bonne année sur le plan collectif, parce que la RDC a joué 15 matchs pour 13 victoires et 2 défaites, plutôt 12 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Mais je pense que les regards étaient déjà tournés vers les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faudra se remobiliser pour affronter le mois de mars qui va arriver déjà très très vite avec la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, des fois, il est important, ça fait pas du bien, mais il est quand même important de perdre pour voir où était la faille ou bien les failles de l'équipe nationale. Donc, il est très important vraiment d'aller jusqu'au bout. Je crois que cette défaite n'aura pas d'incidence sur le classement FIFA. On va voir à la fin d'ici quelques jours, quand la FIFA va publier son calendrier du mois, on va voir quelle sera la place de la RDC et il faudrait déjà, comme je l'ai dit, être focus sur les prochaines séances qui sont d'autant plus importantes pour préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde et la CAN qui va arriver déjà en décembre. Voilà, merci à vous Blaise Kouzola. On va poursuivre avec le journal, toujours en sport. Le FCF Mazembe de la République démocratique du Congo est qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue de champions féminine de la CAF en battant les Edo Queens du Nigeria en demi-finale ce mardi 19 novembre 2024 sur le score de 3-1 pendant la prolongation. L'équipe louchoise connaîtra son adversaire en finale lors de l'autre match qui va opposer
opposer l'AS FAR du Maroc à l'équipe du FC Massar de l'Égypte. Madame, Messieurs, à présent, nous allons prendre la page internationale. En Côte d'Ivoire, le marché des viandes Zaba comestibles est l'un des plus importants de la sous-région ouest africaine. Alors que le taux de couverture des besoins reste encore inférieur à 50%, la demande devrait encore augmenter dans les prochaines années. Blaise Kouzola. En Côte d'Ivoire, la consommation de viande et produits dérivés continuera à générer d'importantes opportunités économiques dans 3 ans. Le marché ivoirien de produits carnés devrait valoir 2,2 milliards de dollars d'ici 2027 contre 1,5 milliard de dollars estimés en 2022. Cette croissance s'est rapportée par l'augmentation de la demande liée au changement des habitudes alimentaires dans la population ivoirienne. En effet, comme dans la plupart des pays africains, la première économie de l'UEMOA connaît une forte urbanisation et une augmentation de revenus qui entraîne une diversification de régimes alimentaires. L'appétit des consommateurs pour le bœuf, la volaille et les porcs devrait encore s'aiguiser d'ici les prochaines années. Les segments de la volaille devraient ainsi valoir 700 millions de dollars d'ici 2027, soit près du tiers du potentiel prévu pour le marché total de produits carnés d'ici cette échéance. Ce contexte est susceptible d'offrir des opportunités de consolidation aux acteurs ivoiriens présents sur la chaîne de valeur, d'autant plus que le pays continue d'appliquer un prélèvement compensatoire de 1000 francs CFA sur chaque kilogramme de volaille importé afin de neutraliser les effets des subventions à l'exportation dans les pays d'origine. À côté de la volaille, le bœuf jouera également un rôle prépondérant dans l'essor du marché. En effet, les Ivoiriens s'intéressent de plus en plus à la consommation de viande bovine de qualité, ce qui entretient les achats à l'étranger dans un contexte où la production couvre environ le tiers des besoins contre la quasi-totalité pour la viande de volaille. D'après les données, les importations de bœuf ont atteint 64,5 millions de dollars en 2023, soit 40% du total des achats de viande et produits dérivés réalisés par la nation burnéienne. Quant au porc, il s'agit d'une viande qui émerge sur le marché, surtout en zone urbaine et périurbaine de la capitale Abidjan. Apprécié pour sa valeur et son coût relativement abordable, il est popularisé avec des plats locaux comme le kédjenou de porc ou le porc brisé. D'après les données officielles, la consommation de viande de porc est comprise entre 60 000 et 100 000 tonnes, avec un taux d'importation allant jusqu'à 80%. Et puis le service de la dette extérieure des pays africains atteindra un montant record de 89,4 milliards de dollars en 2024, ce qui risque de compromettre la capacité du continent à utiliser la marge de manœuvre budgétaire pour investir dans les objectifs de développement durable. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, le rapport souligne que la hausse des dépenses, affectées au service de la dette extérieure réduit l'espace budgétaire disponible pour des investissements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable tels que l'éducation de qualité, l'accès aux soins de santé et la lutte contre le changement climatique. Suivez. Les rapports précisent que ces coûts du service de la dette extérieure les plus élevés de l'histoire du continent est essentiellement imputable aux taux d'intérêt élevés qui sont pratiqués par les marchés des capitaux internationaux. La part du versement des intérêts dans les recettes publiques a flambé au cours de la décennie écoulée dans la plupart des pays. Par exemple, les paiements des intérêts à consommer, en moyenne, 42% des recettes publiques de l'Égypte et du Ghana entre 2017 et 2022. Les plus souvent, les pays ayant accès au marché contractent des dettes auprès d'entités privées et l'augmentation du montant des intérêts qu'il leur faut payer est la plus forte car ils sont assujettis aux conditions de ces marchés. En 2022, le montant total du service de la dette extérieure de l'Afrique a été équivalent à plus de 12% du montant des exportations de l'ensemble du continent et à près de 15% de celui des recettes publiques.
Les rapports indiquent également que la dette extérieure de l'Afrique a connu une croissance substantielle au cours de la décennie écoulée, atteignant en 2022 un niveau record de 656 milliards de dollars, soit 28% du produit intérieur brut. Cela explique en partie par l'augmentation des montants empruntés, la hausse des coûts d'emprunt, la réduction des recettes d'exportation, la lenteur de la croissance économique et des dépenses inattendues dues en partie à la COVID-19. Les rapports recommandent dans ce cadre une meilleure mobilisation des ressources intérieures à travers un renforcement des marchés des capitaux locaux ainsi qu'une réforme de l'architecture financière internationale existante qui n'est pas conçue pour satisfaire les besoins urgents d'investissement des pays africains dans les objectifs de développement durable et dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Place à présent à la revue de presse, sélection et commentaires de Patrick Ilunga. Bonsoir, ouvrons cette revue avec le tri-hebdomadaire Géopolis Hebdo. Le journal aborde encore la brûlante question de la réforme constitutionnelle. Le tabloïd croit savoir qu'au sujet de cette réforme annoncée, Félix Tshisekedi se montre déterminé face à une opposition qui ne décolère pas. Le président de la République se montre de plus en plus déterminé à concrétiser son initiative relative à changer ou modifier la constitution de la République démocratique du Congo. Il a démontré encore dans le Haut-Katanga. Face à cette détermination, il y a l'opposition politique qui ne lâche pas prise, développant un discours selon lequel l'idée sournoise derrière cette volonté de retoucher la Constitution, c'est que le chef de l'État veut s'offrir un troisième mandat au-delà de 2 que prévoit l'actuelle Constitution. Sur le même sujet, Forum des As met en manchette au Canada, Judith Suminwa prêche la révision de la Constitution. Le journal écrit que la première ministre a consacré une partie de son agenda à la rencontre avec la diaspora. L'un des moments clés de la rencontre a été la discussion autour de la Constitution congolaise. La diaspora a exprimé son souhait de voir certaines dispositions modifiées, notamment pour garantir l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, même en cas de double nationalité. Sur ce sujet, Judith Suminwa a rappelé que de telles questions nécessitent une révision constitutionnelle. Elle a défendu l'initiative du président de la République visant une réforme constitutionnelle, insistant sur le fait que n'est pas motivé par des ambitions personnelles, mais par la nécessité de moderniser le cadre institutionnel du pays. Info 27 aborde le séjour de la chef du gouvernement au Canada sous un angle purement économique, lié au Forum Africa Accelerating 2024, à laquelle Judith Suminwa participe pour représenter la RDC, pays qui serait vedette du forum selon Info 27. Le tabloïd note qu'à ce forum, la chef du gouvernement défend la RDC comme une destination incontournable pour les investissements fortes de ces immenses ressources naturelles et humaines. Bouclons cette revue avec la prospérité. Le quotidien disserte sur les états généraux du portefeuille à venir. Le journal indique que Jean-Lucien Boussa confirme le rendez-vous du 9 au 14 décembre 2024. Les états généraux du portefeuille vont se tenir effectivement à Kinshasa du 9 au 14 décembre 2024. Ces assises sont conçues pour permettre d'examiner les voies et moyens pour l'amélioration des performances opérationnelles et financières des entreprises publiques. Il sera question concrètement au terme de travaux de faire du portefeuille de l'État un véritable levier du développement économique et social de la République démocratique du Congo. Au revoir. C'est ainsi que nous mettons un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Voici les titres. Sabotage au mausolée de Patrice Emery Lumumba à l'échangeur de Limete. Plusieurs questions se posent à ce jour, mais principalement, est-ce que la don du premier héros national a été volée? Don Momat nous a fait le point dans cette édition.
Et puis les embouteillages à Kinshasa, un véritable casse-tête pour la population. Quels sont les véritables facteurs à l'origine de cette situation? Les Kinois se sont exprimés au micro de Rachel Misenga et de Giscard Tamba. Et à l'international, selon un rapport des Nations Unies, le service de la dette extérieure des pays africains atteindra un montant record de 89,4 milliards de dollars, ce qui pourrait compromettre la capacité du continent à utiliser la marge de manœuvre budgétaire pour investir dans les objectifs de développement durable. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Au revoir.